Bonjour, donc je m'appelle Caroline Lambert, je vais vous présenter une courte intervention qui est tirée d'un travail de thèse qui a été soutenu à l'automne dernier, Soigner les étrangers, point d'interrogation. Je vais tenir la réputation des historiens qui sont un peu rétifs au PowerPoint, donc je vais le faire dans un amphi à l'ancienne. Pour vous présenter la façon dont cette question, d'ailleurs, le terme accès à la couverture maladie des étrangers, si on repartait des années 70, c'est une expression qui aura l'air tout à fait anachronique parce qu'en termes de politique publique à l'époque, elle ne se posait pas comme telle. Et ça va être l'enjeu de cette intervention, de voir comment, pour employer une expression de politiste, comment l'accès à la couverture maladie, c'est-à-dire le fait de voir ces soins pris en charge au moins pour la partie de base, voire la complémentaire par un système collectivisé, pour voir comment elle s'est constituée progressivement comme problème public, comme question publique qui est largement débattue. Il y aura une deuxième question à l'intérieur, c'est comment le critère de la régularité de séjour, qui est issu des codes et de la législation qui encadre l'entrée et le séjour des étrangers en France, s'est progressivement immiscé dans d'autres parts du droit et notamment le droit relatif à la sécurité sociale et à l'aide sociale. Et on va voir dans ce parcours historique que en fait ce critère de régularité, il a une très faible historicité et que c'est tout à fait nouveau à l'échelle de l'histoire de l'État social français de mêler régularité de séjour et accès à un certain nombre de prestations. Alors pour commencer, ça aussi c'est une manie d'historien, vouloir repartir un peu trop en avant, mais quand même je vais faire, c'est irrésistible, un petit détour par le 19e siècle. Il faut se méfier en histoire des mouvements de les choses sont de pire en pire ou elles sont de mieux en mieux, c'est toujours hélas un peu plus compliqué que ça. Et dans la première partie de ce qu'a été l'État social dans sa version 19e siècle, donc avec un système d'assistance assurée par l'État d'un côté et de l'autre un système d'assurance sociale tout à fait naissant et plutôt mené par des acteurs privés que pouvaient être les mutuelles ouvrières ou ce genre ou des organisations patronales, il reste un critère déterminant de nationalité. Et pendant un siècle, c'est vrai qu'on va considérer que c'était légitime de partager ceux qui ont le droit d'être protégés et ceux qui sont exclus de ces modes de protection sur le critère de nationalité, ce qui est assez cohérent avec une époque de volonté finalement que cet État social soit l'un des fondements de l'État-nation dans sa version Troisième République. Néanmoins, il faut le nuancer tout de suite, on va déjà avoir un certain nombre d'exceptions. L'une des exceptions principales, ce sont ce qu'on appelle les accords bilatéraux de sécurité sociale. Les accords bilatéraux de sécurité sociale, c'est l'idée que les personnes qui viennent travailler, notamment dans l'industrie, dans cette période d'industrialisation, vont pouvoir avoir une protection équivalente ou parfois minorée, notamment dans le domaine des prestations familiales. Là, on est plutôt dans les années 1930, que la même chose que les ouvriers nationaux. Ce qui va faire qu'on va avoir cette exclusion qui va peu à peu être grignotée grâce à ces accords de bilatéraux de sécurité sociale qui, les chiffres pour les années 1920 montrent qu'on a à peu près 60% des immigrés qui sont couverts et qui ont des niveaux de protection sociale qui sont à peu près équivalents à ceux de la population française, si tant est qu'ils travaillent. Donc on voit, ça s'est beaucoup nuancé, cette nationalisation du social dont on a pu parler. Et puis ensuite, on arrive dans la phase là, avec laquelle on est beaucoup plus familier, qui est la phase post-Deuxième Guerre mondiale, où on va avoir un système de sécurité sociale qui, quand on regarde les textes, va assez peu se préoccuper de nationalité. Le système de sécurité sociale de 1945, c'est une histoire
qu'on connaît tous. Elle se construit autour d'une figure qui est celle du travailleur qui cotise selon ses moyens et qui reçoit selon ses besoins. Et ce travailleur, on l'imagine plutôt quand même un homme, plutôt avec des ayants droit qui vont être avec une femme et des enfants, et avec un système de protection sociale qui est pensé pour une société où le plein emploi existe, et l'objectif c'est de faire rentrer des gens dans le travail. Et à ce titre-là, ils seront protégés. Les évolutions de la société industrielle vont faire que ce destin de la sécurité sociale, tel qu'il avait été pensé en 1945, va être un peu modifié, parce que le travail salarié va se faire plus rare ou plus épisodique dans les années 70, parce que le modèle familial d'un travailleur, sa femme et ses enfants, va lui aussi s'étioler, parce qu'on va découvrir qu'il y a des pans entiers de la société française qui ne sont pas couverts par la sécurité sociale à partir des années 70, parce qu'ils n'ont pas ce lien au travail, parce que, et je m'en arrêterai là, les comptes de la sécurité sociale vont connaître un effet ciseau là aussi dans la même période, notamment dans le domaine de la santé, où on sait faire de plus en plus de choses, mais les rentrées concomitantes n'évoluent pas aussi vite. On va avoir une reconfiguration, et l'assistance, qui était ce que devait supprimer la sécurité sociale, c'est-à-dire des prestations sociales qui sont versées sur simples critères de ressources, va finalement ressurgir dans les années 70-80, et notamment sur la question de la santé. On va s'apercevoir que des gens n'ont strictement rien. Il était censé y avoir un système d'aide médicale qui était assuré par les départements. Donc ce n'est pas l'aide médicale d'État que vous connaissez aujourd'hui, même si on va voir que c'est sa genèse. Là, c'était pour les plus pauvres des plus pauvres, avec des conditions de ressources qui sont équivalentes à ceux de la CMU aujourd'hui, leur permettre d'avoir un accès minimal aux soins. Le département n'a jamais été un échelon fort dans notre organisation administrative française. Ça a toujours été un échelon avec beaucoup de responsabilités mais peu de moyens. Et en santé, dans les années 70-80, les départements, et notamment ceux où il y a une population assez pauvre, comme le Nord, les Bouches-du-Rhône ou la petite couronne parisienne, se révèlent tout à fait défaillants à assurer ce filet minimal d'accès aux soins. Il va y avoir une prise de conscience très forte et un consensus politique qu'il est bon de rappeler, parce qu'aujourd'hui, il nous est finalement assez étranger, entre la droite et la gauche. Alors, il va mettre 15 ans à aboutir à la CMU, qui est de dire on ne peut pas faire dépendre la couverture maladie du travail, des cotisations. L'accès à la santé doit avoir une forme d'inconditionnalité dans notre pays. Cette conviction va être portée par du lobbying, notamment des associations qui ont été l'objet de mon étude dans la thèse, MSF, MDM, mais on pourrait citer ATD Quart Monde, on pourrait en citer beaucoup d'autres, et ça va donner cette loi de progrès social qu'est la couverture médicale universelle. Qu'est-ce qu'elle dit, la couverture médicale universelle ? Elle dit il suffit d'être résident sur le sol français pour pouvoir avoir accès à une couverture médicale de base. Il suffit d'être résident, c'est-à-dire qu'elle ne mentionne pas la nationalité, et donc deux populations vont être concernées. Les Français, si tant est qu'ils soient résidents eux-mêmes, un Français à l'étranger qui vit à l'étranger durablement ne peut pas bénéficier de la couverture maladie universelle, et les Français en situation, les étrangers, en situation régulière. Et c'est là où est toute la subtilité, vont être exclus en 99 les étrangers en situation irrégulière, pour lesquels on va fabriquer un système très étrange, assez, alors si vous avez des exemples, je suis preneuse, mais j'ai cherché, assez unique à l'échelle mondiale, qui est l'idée d'une couverture maladie spéciale sans papier. C'est-à-dire de créer un système qui est un vrai système de couverture. Si on prend d'autres systèmes
système de couverture étranger, grâce à l'aide médicale d'État, des personnes en situation irrégulière ont accès à un panier de soins, notamment en hospitalier, qui est tout à fait solide si on comparait à ce qu'un Américain pauvre a accès de base en termes de couverture maladie. Mais néanmoins, il y a eu cette volonté de faire cette distinction sur ces critères. Et finalement, si on reprend les termes de la loi, l'universalité en France a une limite, c'est la régularité de séjour. Alors, comment s'est introduit cette idée de régularité de séjour dans l'assurance maladie ? Il faut revenir, là aussi, manie d'historien, il faut revenir dans les années 70. La régularité de séjour, elle va arriver dans le droit, comme souvent, par la petite porte. Alors, par la petite porte de la réglementation, vous avez les premières lois sur l'IVG qui conditionnent à une certaine durée de séjour en France pour pouvoir avoir accès à l'IVG. Je ne ferai pas le grand exposé sur quand il y a quelque chose qui concerne le droit des femmes qu'on réduit un peu, il faut se méfier pour tout le monde, mais bon. On va avoir une condition de 3 mois avec les débats parlementaires, disent pour éviter ce qu'on appellerait de façon fort contestable du tourisme médical, c'est-à-dire des femmes qui viendraient notamment d'Espagne, d'Italie, qui viennent pour l'IVG en France. Elle va venir, et ça aussi c'est assez classique en matière d'accès aux droits des étrangers, des pratiques administratives. On voit, notamment dans cette période de la fin des années 70, début des années 80, où l'État a tenté par le droit de limiter le regroupement familial et a été un peu rappelé à un certain nombre d'obligations internationales sur le respect de la vie privée et familiale, a dû limiter ses ambitions pour empêcher le regroupement familial. On va voir dans les caisses primaires d'assurance maladie de plus en plus d'agents exiger le titre de séjour pour les ayants droit. On est en dehors de rien, il n'y a aucune disposition législative qui correspond à l'époque, c'est une pratique de guichet et on voit particulièrement des femmes qui ne sont pas encore régularisées, qui vont se voir privées de cette couverture maladie auquel elles auraient droit du fait du travail de leur mari. Et donc, ça commence à essaimer à tous les étages de l'administration jusqu'en 84 où on a un rapport qui va rester confidentiel de l'ENA sur cette question de la protection sociale des immigrés. Et il y a un grand paradoxe, mais je pense que vous l'évoqueriez mieux que moi, entre d'un côté les chiffres qui sont présentés. C'est une approche très économétrique pour essayer de faire la démonstration que les immigrés pèseraient sur le système de protection sociale et coûteraient plus qu'ils ne le rapportent. C'est un travail sérieux, c'est-à-dire qu'il montre lui-même ses limites méthodologiques et toute la difficulté qu'il peut y avoir à savoir combien rapporte une personne, est-ce que c'est à un moment T, est-ce qu'il faut actualiser en projetant cette personne dans la retraite, est-ce qu'il faut enlever la période où cette personne a été élevée et éduquée dans un autre pays. Il y a plein de biais méthodologiques qu'assume complètement le rapport et pourtant il y a une sorte de saut quand on passe de l'analyse à la décision politique qui dit dans le doute il faudrait quand même mieux limiter l'accès à la protection sociale pour les étrangers. Il y a un deuxième fait qui est, on passe de l'analyse économétrique à l'analyse des motivations de l'immigration. La conviction qu'il existerait un welfare magnet, c'est-à-dire que les personnes choisiraient la destination du pays d'immigration en fonction des possibilités de bénéficier d'une protection sociale. Là encore, on est encore plus faible empiriquement pour le démontrer et pourtant les énarques disent attention, et peut-être que ça existe, donc dans le doute, il faut limiter quand même. Troisième corollaire de ce raisonnement, si on réduit
la protection sociale qui est donnée aux étrangers récemment installés en France, eh bien, on va pouvoir limiter les flux migratoires. On a peut-être là un instrument pour empêcher les gens de venir. Donc vous voyez comment on passe de l'économie pas très assurée à des mesures politiques par des raisonnements qui ont quelques faiblesses logiques. Alors, la solution aurait été de revenir à la solution 19e siècle et éliminons les gens sur le critère de la nationalité. La législation européenne l'empêche assez fortement, notamment le fait que les ressortissants communautaires sont assurés d'avoir le même niveau de protection sociale où qu'ils vivent dans l'Union. Donc on a 2-3 jurisprudences sur la discrimination, sur le droit communautaire qui empêchent d'utiliser ce critère de la nationalité. En revanche, que ça soit au niveau européen ou au niveau des législations européennes, rien n'empêche de discriminer l'accès à la protection sociale sur le critère de régularité de séjour. Et la régularité de séjour, eh bien, c'est complètement aux mains de l'État qui peut finalement, plus ou moins à sa guise, il existe quand même un certain nombre de protections, donner ou enlever le droit de séjour aux personnes, soit par la loi, soit, on le sait tous aussi, par un certain nombre de pratiques administratives. Et donc, ce critère de régularité de séjour, il est intégrable finalement à toutes les législations qui concernent la protection sociale dans son sens large. La première expérimentation un peu à l'échelle, ça va être en 86 sur les prestations familiales. Alors ça va mener à une argutie juridique qui dure jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore des contentieux en cours pour savoir peut-on priver une famille des prestations familiales du fait de l'irrégularité de séjour ou du fait d'être rentré sur le territoire sans suivre la procédure de regroupement familial. Les opposants disant eh bien non parce que les prestations familiales c'est pour les enfants et on a un certain nombre de textes qui font qu'on ne peut pas priver les enfants du fait que leurs parents ne respectent pas des règles. Et de l'autre côté, en disant, c'est le raisonnement inverse, les prestations familiales, c'est à l'échelle de la famille. Si la famille ne se conforme pas à un certain nombre de règles, nous n'avons pas à verser ces prestations familiales. 86, première loi, il y a encore des affaires qui sont aujourd'hui devant les tribunaux pour trancher ces questions. On voit bien là que ce critère de régularité de séjour, il a été utilisé dans le droit de la sécurité sociale pour finalement contourner l'interdiction qui avait été faite à l'État, notamment dans les fameux arrêts Gisti des années 70, de limiter le regroupement familial. Et que la protection sociale, on essaye d'en faire un instrument de contrôle des flux migratoires. Là aussi, dans la décennie qui va de 83, 84 à 93, dans des rapports officiels, et là encore, assez indépendamment de la couleur politique de ceux qui l'écrivent, peu à peu, cette idée qu'il faut soumettre l'ensemble des prestations sociales à la condition de régularité de séjour va faire son apparition. Là encore, la littérature grise, même si elle est parfois un peu ennuyeuse, nous indique souvent assez bien ce qui va être dans les cartons ministériels puis législatifs les années d'après. On a ces hauts fonctionnaires au travail qui vont réfléchir à cette question. Et le coup de grâce va être donné en 1993 dans la loi dite Pasqua, qui est une loi très large sur l'immigration, mais qui contient cette façon de verrouiller complètement le système, qui va être de dire pas de titre de séjour, pas d'accès à la sécurité sociale en général. Et là, on ne parle pas seulement de la maladie, on parle aussi des prestations familiales, on parle aussi des retraites. Et on va avoir une sorte de connexion dont on voit qu'elle est à l'échelle de l'histoire administrative quand même assez récente, qui est une sorte de nœud qui ne va plus jamais être défait. Et de l'autre côté aussi,
un contrat de sécurité sociale qui est d'une certaine façon rompu à jamais. La sécurité sociale, comme on le disait tout à l'heure, c'est une sorte de contrat assurantiel. Vous cotisez et puis ensuite vous receviez. Et bien là, à partir de 93, on va avoir des catégories de personnes qui peuvent avoir cotisé alors qu'ils étaient en situation régulière pendant des années et des années. Et du fait de tomber dans l'irrégularité, ce qui peut arriver, on le sait aujourd'hui, pour plein de raisons, eh bien, ils vont être privés de ces prestations auxquelles, disons que la philosophie générale du système leur donnait légitimement droit à ce moment-là. La santé, finalement, va partiellement faire exception à ce grand balayage, si je puis dire, des personnes en situation irrégulière de la protection sociale. Il faut se remettre dans le contexte des années 90. 1993, c'est l'année la plus meurtrière pour l'épidémie de VIH. Cette épidémie de VIH, elle touche avec beaucoup de vigueur les immigrés, les enfants d'immigrés. On est dans un contexte toujours autour du VIH de scandale de santé publique très fort, c'est le moment du procès du sang contaminé, qui fait qu'il y a du côté de l'administration quand même l'idée de mettre de côté complètement toute une population de l'accès aux soins, c'est un souci. Et d'un autre côté, on s'aperçoit que dans les centres de soins qui portent cette question de l'accès universel aux soins et à la couverture maladie, eh bien, on rencontre de plus en plus d'étrangers. Et finalement, la santé va avoir un destin un peu différent du reste de la protection sociale, où va grandir de 93 à 99 l'idée que peut-être qu'une couverture maladie doit être assurée aux étrangers en situation irrégulière. Peut-être qu'il faut garder quelque chose, ça a peut-être un intérêt de santé individuelle et de santé publique. Et on va arriver, c'est super, en 99 à ce compromis très étonnant par lequel on a commencé. Il y aurait eu une solution entre guillemets simple qui est de dire on crée une couverture maladie universelle, eh bien intégrons à l'intérieur les personnes en situation irrégulière. Il faut aussi il y a aussi une question de proportion. La réforme CMU, ça a bénéficié à 4,5 millions de personnes. Les personnes en situation irrégulière, même s'il peut y avoir des débats sur la comptabilité de ces personnes, on est autour de 200 000, 300 000 personnes. On n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Il y aurait eu cette solution, finalement, de faire passer tout le monde dans le même système. Le rapporteur de la loi, d'ailleurs, dans son pré-rapport, dit franchement, un système à part pour 300 000 personnes, alors qu'on est en train de bousculer tout le système, à quoi bon ? Et pourtant, les derniers arbitrages sur cette loi CMU vont maintenir cette exclusion de la sécurité sociale et vont maintenir un système à part. Un système à part qui, dans son panier de soins, ressemble beaucoup à la CMU, qui a quelques différences qui finalement sont ce qui affecte beaucoup la vie des gens. Le fait, par exemple, que vous n'avez pas de carte vitale, qui empêche la télétransmission, etc. Et peut-être que c'est là que c'est le plus marquant et ce sur quoi je voudrais finir, qui vont aussi amener à une extrême politisation de la question de la santé des étrangers. C'est-à-dire que cette prestation, l'aide médicale d'État, elle va finalement cristalliser un certain nombre de tensions quand on regarde la place que ça occupe avant une présidentielle ou tous les ans à l'approche du vote de la loi de finances. On voit que cette aide médicale d'État, qui est somme négligeable à l'échelle des dépenses de protection sociale en France, qui concerne quand même pas grand monde, on ne sauvera pas et où les comptes de la sécurité sociale avec l'aide médicale d'État. Et pourtant, elle faut
focalise depuis toute l'attention et elle a finalement, au-delà des cercles des gens qui doivent être représentés ici, qui s'intéressent à l'accès aux soins des étrangers, elle constitue la question de la santé des étrangers aujourd'hui en France et elle finalement naturalise l'idée que des personnes en situation irrégulière doivent être dans un système à part pour recevoir une couverture sociale relative à leurs soins. Merci.